Bienvenue à Chantilly pour cette exposition hommage dans le cadre du 500e anniversaire de la mort de Raphaël. Nous proposons la seule exposition en France consacrée à cet artiste grâce au Fonds de Chantilly de dessins et de tableaux qui est le plus important en France après le musée du Louvre. Alors, cette collection si importante d'œuvres de Raphaël, les tableaux et les dessins, ont été achetés par Henri d'Orléans, duc d'Aumale, au XIXe siècle, le cinquième fils du roi Louis-Philippe, qui était le plus grand collectionneur de son temps et qui avait un artiste fétiche, c'était Raphaël. On le voit dans ses voyages, systématiquement, il va visiter, il va admirer les lieux où sont conservées des œuvres de Raphaël. Et il a voulu en avoir pour lui-même des tableaux, il en a acheté 2, finalement il en avait 3 autographes, c'est une découverte du XXe siècle qu'il a montré. Et puis le fonds de dessin, très important, sur Raphaël et ses élèves, acheté majoritairement auprès d'un conservateur du musée du Louvre qui s'appelait Frédéric Rézé, qui avait réuni un fonds exceptionnel. Aucun artiste avant Raphaël n'avait porté l'art du dessin à un tel sommet. Le dessin chez Raphaël, c'est une méthode avant tout, une méthode pour parvenir à des fresques, à des tableaux. Chacune de ses œuvres est préparée au moyen d'une dizaine de dessins, de la première pensée jusqu'au carton, jusqu'au modèle. Finalement, grâce à ces dessins, on entend la tête et la main de Raphaël et on peut voir les changements de partie et comment il parvient à ces œuvres peintes qui sont considérées comme parfaites, complètement harmonieuses. Alors vous savez, la collection du musée Condé ne peut pas être prêtée, donc elle ne peut être présentée, selon des dispositions testamentaires, qu'au sein du musée, au sein du château de Chantilly. Cette collection n'avait pas été montrée depuis les années 90, ça fait un peu moins de 25 ans, un quart de siècle, que ces dessins n'ont pas pu être admirés par le public. Donc c'est un véritable événement que de les voir à nouveau, de voir aussi des découvertes, parfois il y a des revers qui n'avaient pas été étudiés, ni même montrés. Et donc c'est une redécouverte pour certains, et puis pour la plupart une découverte avec de nouvelles recherches qui ont permis de préciser les datations, comme des grands cartons du début de la carrière de Raphaël qui présentent le même filigrane, la même marque de papier permettant de les dater du tout début du XVIe siècle. Et puis certaines attributions ont été revues à la lumière de recherches récentes, à l'occasion de grandes expositions, notamment à l'étranger, consacrées à Raphaël. Et donc c'est un Raphaël nouveau et un nouveau regard sur cette collection si importante qui est proposée aux visiteurs. Alors, la salle dans laquelle on se trouve permet finalement d'exposer les premières inspirations, les premiers travaux de Raphaël, qui est né en 1483 à Urbino, qui est le fils d'un peintre de la cour des Montefeltro, qui est Giovanni Santi, et qui va avoir des prédispositions tout à fait précoces. Il va fréquenter ensuite l'atelier du Pérugin, ce grand maître qui avait tant de succès au tout début du XVIe siècle ou à la fin du XVe siècle. Et puis il va aussi fréquenter Pinturicchio, qui revenait de Rome et qui va travailler avec Raphaël à Sienne. Il va se nourrir des nouveautés artistiques et du langage de ces deux maîtres, le Pérugin et Pinturicchio, mais en créant son propre art avec un dynamisme, avec une vigueur tout à fait nouveau. Alors nous sommes face au dessin le plus grand par la taille de la collection de Chantilly concernant Raphaël. C'est un grand carton qui montre des enfants en train de jouter, d'effectuer une joute, et ces enfants sont juchés sur des sangliers. Donc c'est quelque chose d'assez léger, d'assez plaisant, d'après sans doute une iconographie antique, peut-être un sarcophage. Et ce carton, c'est-à-dire le dessin à grandeur de l'œuvre définitive, devait sans doute préparer une fresque. Malheureusement, on ne la conserve pas. Il doit être beaucoup plus grand parce qu'on aperçoit ici notamment 2 pieds d'un enfant qui devait être juché finalement dans un deuxième registre. Tandis que la partie centrale est elle aussi fragmentaire, il devait avoir un autel à l'antique. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces enfants présentent un type physique qui est assez proche de celui du Pérugin ou de Pinturicchio, c'est-à-dire les deux artistes qui ont marqué le jeune Raphaël. On a les mêmes types physiques, ses mentons en galoche, ses petites boucles, ses ventres bombés, typiques de ce langage ombrien
qu'a connu Raphaël dans sa jeunesse. Et puis, au-delà de ce type physique, Raphaël a réussi à créer une sorte de dynamisme, à insuffler beaucoup de vie et de souffle à cette composition, et on voit qu'il est ici, dans cette œuvre qui date des années 1500, 1501, 1502, vraiment en pleine maîtrise de son art et notamment de l'art du dessin. Enfin, ce qui est intéressant de voir, c'est l'autre inspiration de ce carton. C'est une inspiration nordique, ou plus précisément germanique. Ce sanglier que vous voyez là, en fait, il est tiré d'une gravure de Dürer, le fils prodige. Et là, vous avez finalement la rencontre de ces deux renaissances, la renaissance italienne, la renaissance allemande, dans ce carton, avec un jeune Raphaël qui a eu accès assez tôt aux gravures de Dürer et s'en est inspiré dans ses compositions. Alors, le dessin devant lequel nous nous trouvons est très important. Son autographie a été contestée, mais il faut aussi se fier sur son aspect qui a parfois été nettoyé drastiquement au XIXe siècle. C'est un dessin très important qui prépare la belle jardinière du Louvre. Et là, on est face à un dessin à toute fin du processus créatif de Raphaël pour cette composition, avec un groupe pyramidal très établi, très harmonieux, de la Vierge, de l'enfant Jésus et du petit Saint Jean-Baptiste, avec une Vierge qui regarde encore le Saint Jean-Baptiste alors que dans le tableau définitif, elle regardera l'enfant Jésus, mais tout est déjà là, hormis cet aspect, le cadre arrondi, l'arrière-plan, et puis ce groupe plein de grâce, cette grâce qui permettait de dire, notamment par Vasari, que Raphaël était un peintre ou un dessinateur divin, et ce groupe d'une Madone qui est typique des années florentines de Raphaël. On est ici vers 1506-1507, donc en plein cœur du séjour florentin de Raphaël, lorsqu'il va être en contact avec les grands maîtres, que ce soit Léonard de Vinci ou Michel-Ange, mais qu'il va aussi se faire une spécialité de ces Vierges à l'enfant, de ces Madones, avec un langage qui est bien à lui et qui va le propulser aux fêtes de la gloire. En 1508, Raphaël est appelé à Rome par le pape pour décorer le Vatican, mais il ne va pas pour autant abandonner ses commandes privées, notamment l'établissement et la peinture de Vierges, de Madones. Et ici, on a deux feuilles de part et d'autre de moi qui sont des prêts exceptionnels du Palais des Beaux-Arts de Lille, qui sont des feuilles sur papier préparé de rose, établies à la pointe métallique, et qui montrent des esquisses autour du thème de l'enfant, d'un bébé même. Et on a 4 bébés, une sorte d'enfants qui se tournent et qui est représenté au fur et à mesure de cette torsion, de ce mouvement, pour aboutir à l'enfant Jésus finalement de la Madone de Lorette, ce tableau qui est ici conservé à Chantilly. Donc c'est un dessin préparatoire pour ce tableau, un tableau qui est daté des années 1510-1512, et on voit ici, sur cette feuille ici du carnet rose de Raphaël, c'est un carnet d'esquisses dont on conserve une dizaine de feuilles, un dessin, sans doute d'après le motif, des petites esquisses qui seront ensuite utilisées pour le tableau définitif. Et sur l'autre feuille issue de ce carnet rose, on voit le même bébé, enfant Jésus, qui va permettre de créer la Madone de Lorette, accompagné de plusieurs autres esquisses, notamment une Vierge, une Madone, et puis des petits putti ailés, accoudés, des angelots qui seront réutilisés dans le célèbre tableau de la Madone Sixtine de Dresde. Alors l'exposition présente plusieurs dessins préparatoires au grand décor à fresque du Vatican, ce qui a fait peut-être la gloire de Raphaël à la fin de sa vie. Et notamment ce dessin qui est assez formidable, qui est une sanguine, c'est une technique que Raphaël va beaucoup employer durant ses années romaines, une superbe sanguine pour un serviteur ou un esclave qui porte un poids et qui est préparatoire à la fresque du couronnement de Charlemagne dans la chambre de l'incendie du bourg. Et là, cette sanguine permet à la fois de traduire le modelé, la musculature, de placer les lumières, mais aussi d'asseoir cette figure en insistant sur les contours, et on a l'impression finalement que cette figure ploie sous le poids de cette table qui sera offerte à Charlemagne après son couronnement. Donc c'est l'un des grands dessins, l'une des grandes feuilles de Raphaël
pour les grands décors romains qu'il va peindre à la fin de sa vie. Alors à la mort de Raphaël, ses élèves vont reprendre son atelier et continuer les grandes commandes au Vatican, mais vont ensuite tracer leur propre voie. Et c'est le cas peut-être du premier des raphaëlesques, Giulio Romano, qui va être appelé à Mantoue par Federico Gonzaga pour créer et décorer le Palais du Thé. Le Palais du Thé qui est décoré à fresque par Giulio Romano. Et ici nous avons dans cette salle consacrée à cet artiste un dessin préparatoire à une lunette dessinée à la chambre de Psyché. Et on a finalement tout le langage de Giulio qui est ici réuni avec ce travail à la plume, à l'encre, avec des lavis typiques de son art. Et puis cette iconographie extraordinaire. Vous avez Psyché qui s'est vu remettre le vase de la beauté aux enfers, d'où la présence de Cerbère juste ici. Et Psyché est curieuse, donc elle ouvre ce vase de la beauté, ce qui la fait tomber dans un sommeil éternel. Et c'est l'amour qui vient la piquer pour la réveiller. Vous avez le langage maniériste qui est ici à l'œuvre, ce maniérisme, c'est-à-dire imiter la manière du maître, en l'occurrence Raphaël, mais l'exagérer, l'accentuer, d'où l'élongation des corps, le travail beaucoup plus poussé des draperies, devant une formidable feuille préparatoire à une lunette, d'où la forme arrondie que vous voyez ici sur cette feuille. Alors la dernière salle est consacrée à deux autres artistes, Perino del Vaga et Polidoro da Caravaggio, qui vont diffuser la leçon de Raphaël. Et nous sommes devant une formidable feuille de Perino del Vaga, cet élève de Raphaël qui va être appelé à Gênes cette fois-ci pour travailler notamment auprès de l'amiral Andrea Doria, l'amiral de Charles Quint qui était le maître de Gênes. Il va créer et décorer à fresque son palais, un peu à l'extérieur de Gênes, en proposant notamment ici des dessins de plafond présentant des motifs de grotesque. Alors ce thème du grotesque est très important en ce début du XVIe siècle. On venait de redécouvrir la Domus Aurea de Néron, le palais de Néron à Rome, qui était enfoui, et on avait redécouvert notamment les peintures de style pompéien de cette résidence. Et on a appelé ces ornements, notamment sur ces peintures, grotesques parce qu'on pensait qu'ils étaient destinés à une grotte, parce que le palais était enfoui. En fait, ce palais était normalement à la surface. Et donc, on a développé à partir de là toute une esthétique ornementale avec ses ornements graciles, ses architectures, ses petites figures, laissant grande part à un fond uni. Et on a développé ça à Gênes, puis à Rome, notamment dans l'atelier de Raphaël et puis auprès de ses élèves. Et donc vous avez ici Perino del Vaga qui livre un dessin assez abouti pour un plafond dessiné au palais Doria de Gênes, où vous avez la renommée au centre, vous avez des scènes mythologiques, le tout traité à la façon de grotesque. L'exposition permet, en matière de dessin, de parcourir la carrière de Raphaël et d'étudier profondément aussi l'art de ses élèves. Et puis elle se poursuit dans les salles du musée Condé, dans la galerie de peinture, où on a la chance de pouvoir admirer 3 des chefs-d'œuvre peints de Raphaël, qui illustrent là aussi les grandes parties de sa carrière. Alors nous sommes ici devant peut-être le tableau le plus célèbre de Chantilly, ce sont les 3 grâces de Raphaël. C'est un tableau monumental malgré sa petitesse. C'est un tableau de jeunesse de Raphaël. On est encore dans ces années à Urbino et en Ombrie, entre 1502 et 1504. Et vous avez un tableau d'une composition et d'une harmonie extrême.
Ce qui est intéressant, peut-être qu'on peut commencer par ça, c'est quand on regarde le dessin sous-jacent à ce tableau via les réflectographies infrarouges. Et on voit qu'à l'origine, il y avait juste la Grâce de gauche qui tenait une boule, une pomme d'or, tandis que les deux autres, en fait, se tenaient réciproquement ou se cachaient leur intimité. Et puis, dans un second temps, finalement, Raphaël a modifié sa composition pour créer les trois grâces. On pense qu'à l'origine, c'était peut-être le jugement de Paris, avec l'élection de la plus belle des déesses, et que ça ensuite a été transformé en trois grâces harmonieuses, tenant chacune une boule d'or. Cette composition était finalement beaucoup plus aboutie, beaucoup plus balancée, beaucoup plus équilibrée, d'où peut-être ce changement. Ce qui était aussi important de savoir, c'est que ce tableau a un pendant à la National Gallery de Londres, qui s'appelle Le Songe du Chevalier. Vous avez trois personnages qui peut-être représentent cette fois-ci les trois vertus masculines, tandis qu'ici, ce serait plutôt les trois qualités féminines qui seraient représentées. Alors, lorsqu'on regarde la réflectographie, on voit que, notamment pour la grâce centrale, il y a un modèle sans doute masculin qui a posé, parce que ses fesses étaient beaucoup plus remontées, beaucoup plus musclées, beaucoup plus masculines en quelque sorte, et qu'ensuite, Raphaël a féminisé cette figure. Alors finalement, c'est assez classique de faire poser des hommes pour ensuite représenter des femmes, parce qu'il était interdit, en tout cas déconseillé, de faire poser des femmes nues dans des ateliers dans l'Italie de la Renaissance. Alors parmi les trois tableaux de Raphaël conservés à Chantilly, cette collection si importante, se trouve la Madone de la Maison d'Orléans, qui était un tableau exceptionnellement important pour Henri d'Orléans, duc d'Aumale, qui a acheté ces tableaux, parce que ce tableau, la Madone d'Orléans, était dans sa famille avant la Révolution. Donc le duc a eu comme souci de racheter finalement les bribes de cette collection familiale si importante au XVIIIe siècle. Ce tableau date des années florentines de Raphaël, on le date entre 1506 et 1507, un tableau de petite dimension, empli de grâce et d'amour maternel, avec cette Vierge qui regarde l'enfant un peu comme la Sainte Anne de Léonard de Vinci regarde l'enfant Jésus. Donc là, on a une filiation entre Léonard de Vinci et Raphaël qui se dessine, tandis que l'enfant Jésus, très sculptural, fait penser justement à des sculptures de Michel-Ange. Donc on est aussi dans cette phase de ce séjour florentin de Raphaël si important, pendant lequel il va entrer en dialogue avec Léonard de Vinci et avec Michel-Ange. Cette scène prend place dans un intérieur bourgeois de manière assez inhabituelle pour Raphaël. Et là aussi, il y a un sens, notamment dans cette nature morte, à l'arrière-plan, vous avez un certain nombre de pots, et notamment un pot sur lequel se trouve une pomme. Et ce pot est une citation d'un tableau de Van Eyck, qui se trouvait à cette époque-là dans la collection florentine de Laurent le Magnifique. Et sur ce tableau, sur ce pot, chez Van Eyck, il était marqué Tyriana. Et Tyriana, c'est le remède contre la morsure du serpent. Et donc finalement, ce qu'on voit là, c'est que le Christ représente ce remède contre la morsure du serpent, et ce serpent qui est le serpent du péché originel représenté par cette pomme, la pomme du péché, la pomme d'Adam et Ève. Donc voilà, cette nature morte, cet intérieur, finalement, elle est là aussi riche de sens et participe à cette iconographie qui est à la fois emplie d'un amour maternel, mais aussi qui est une iconographie grave, et c'est ce qu'on voit aussi avec ce Christ qui nous regarde, parce que lui et nous savons sa destinée, c'est-à-dire la passion et la crucifixion. La Madone de Lorette, c'est un tableau qui a été acheté comme une copie au XIXe siècle par le duc d'Aumale, et on avait perdu l'original. Et ça a été une redécouverte assez retentissante au XXe siècle, et notamment dans les années 70, quand on a restauré ce tableau et qu'on a découvert non seulement sa qualité, mais aussi un tout petit numéro, le numéro 133, qui était le numéro de ce tableau original de Raphaël dans l'inventaire de la famille Borghese au XVIIe siècle. Donc c'est un grand retentissement, il y a une exposition en 1979 autour de cette redécouverte d'un nouveau Raphaël, celui que le duc d'Aumale ne connaissait pas, il pensait en avoir une copie, celui de la Madone de Lorette. Alors c'est aussi une iconographie très importante, c'est un tableau qui a été extrêmement copié, on connaît plus de 120 copies, et cette iconographie montre la Vierge
essayant de mettre son voile sur l'enfant Jésus, qui est un bambin qui joue avec ce voile, tandis que le tout est finalement sous les auspices de Saint Joseph qui se trouve juste derrière. Et en fait, ce voile est une préfiguration du linceul du Christ. Donc c'est, au-delà de cette scène très maternelle, c'est aussi une scène très grave et lourde de sens. Ce tableau aussi est intéressant lorsqu'on voit les réflectographies, les analyses scientifiques, c'est qu'on voit qu'il a été peint en plusieurs temps. D'abord, vous avez le groupe de la Vierge à l'enfant, sur la droite, il y avait une percée qui a ensuite été recouverte par Saint Joseph, qui a été peint par Raphaël ou un de ses élèves, on ne sait pas. Donc c'est un tableau extrêmement important qui date des années romaines de Raphaël, entre 1510 et 1512, mais qui est aussi une grande redécouverte du XXe siècle, le troisième Raphaël de Chantilly. Alors le nom de Madame de Lorette provient d'une des copies peintes de ce tableau, qui était très célèbre au XVIIIe siècle, qui était destinée à la basilique de Lorette, qui était une basilique importante pour le pèlerinage. Et donc c'était un tableau qui faisait l'objet de beaucoup de dévotion, qui a été très regardé, qui a été copié, donc une copie qui a été copiée à nouveau, d'où ce terme de Madame de Lorette. Mais originellement, ce tableau n'était pas à destination de la basilique de Lorette, il était destiné à l'église romaine de Santa Maria del Popolo. Alors l'exposition de Chantilly est la seule en France consacrée à Raphaël en cette année 2020 qui est l'année anniversaire, on fête le 500e anniversaire de la mort de Raphaël et on a ici réuni un fonds exceptionnel, celui du musée Condé avec quelques prêts extérieurs permettant de retracer toute la carrière de Raphaël depuis ses débuts en Ombrie jusqu'à ses années romaines en passant par ses grands dessins, ces grandes compositions des années florentines. L'exposition permet aussi de retrouver et d'étudier l'œuvre de ses élèves, Giulio Romano, Perino del Vaga, Polidoro da Caravaggio, et d'avoir ce contrepoint aussi entre dessin et tableau grâce à la collection de tableaux de Raphaël et de ses élèves conservés ici au musée Condé à Chantilly. Merci beaucoup.